Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà aujourd'hui pour étudier ensemble l'anatomie descriptive du cerveau. Commençons notre étude par une introduction. Alors, rappelez-vous que lorsque nous avons fait l'introduction générale à l'étude du système nerveux, nous avons subdivisé le système nerveux en système nerveux central et système nerveux périphérique. Nous avions dit que le système nerveux central était composé de la moelle spinale et de l'encéphale. Et nous avions indiqué que l'encéphale était contenu dans la boîte crânienne. Nous avons vu que l'encéphale comprend plusieurs parties. Le tronc cérébral, avec de bas en haut la moelle allongée, le pont et le mésencéphale. À la face postérieure du tronc cérébral se place le cervelet et enfin nous retrouvons le cerveau. Et le cerveau, cette partie volumineuse, est l'objet du cours de ce matin. Nous allons revoir quelques notions d'embryologie. Donc, le tube neural. Le tube neural apparaît à la 4e semaine de vie embryonnaire, c'est-à-dire à la 4e semaine de grossesse. Mais rappelez-vous que le tube neural fait suite à une plaque neurale qui, elle, s'était mise en place à la 3e semaine de grossesse. À la fin de la 4e semaine, nous aboutissons à l'apparition de 3 vésicules. La vésicule la plus caudale qui est le rhombencéphale, la vésicule qui est intermédiaire, le mésencéphale, et la vésicule la plus rostrale, le prosencéphale. Nous voyons que le rhombencéphale porte également le nom de cerveau postérieur, le mésencéphale est également appelé cerveau moyen et le proencéphale cerveau antérieur. À la 5e semaine de grossesse, rhombencéphale et proencéphale se divisent à leur tour en 2 vésicules, si bien qu'à la 5e semaine, nous aboutissons à la constitution et à la mise en place de 5 vésicules. Ces vésicules sont de bas en haut ou de caudal en rostral. D'abord le myélencéphale, le métencéphale, le mésencéphale, le diencéphale et le télencéphale. Donc, le rhombencéphale fournit le myélencéphale et le métencéphale. Le mésencéphale reste inchangé, il ne se divise pas. Le proencéphale est à l'origine du diencéphale et du télencéphale. Le télencéphale qui s'est mis en place à la 5e semaine de grossesse, télencéphale colorié ici en jaune, ne va faire que croître et prendre du volume. Cette croissance du télencéphale est beaucoup plus importante que les capacités de la boîte crânienne, ce qui va entraîner une bascule vers l'arrière
et un enroulement autour d'un axe passant par le diencéphale, colorié ici en marron. Au final, le télencéphale va recouvrir en arrière et latéralement le diencéphale et une partie du mésencéphale. Le diencéphale va se retrouver emprisonné, enfoui entre les deux vésicules télencéphaliques. Voyons maintenant la situation du cerveau. Alors, le cerveau est situé à l'intérieur de la boîte crânienne. La boîte crânienne, rappelez-vous, est constituée d'une voûte et d'une base. Donc ici, nous avons la voûte de la boîte crânienne et ici, nous avons la base. Nous savons que les parois osseuses sont renforcées du côté médial par des méninges. Nous voyons ici sur cette coupe coronale du cerveau un feuillet épais qui n'est autre que la duremère. La duremère recouvre toutes les parois internes de la boîte crânienne. Et vous allez remarquer que la boîte crânienne, la duremère, va envoyer des prolongements, des expansions à l'intérieur de la boîte crânienne. Si bien que sur cette coupe, nous remarquons que cette expansion transversale qui est ici est appelée tente du cervelet. La tente du cervelet va diviser la boîte crânienne en deux étages. Un étage inférieur qu'on appelle la loge cérébelleuse qui renferme le cervelet et le tronc cérébral, et un étage supérieur qui est la loge cérébrale. Un deuxième prolongement émanant une fois encore de la duremère va diviser sagittalement la loge cérébrale en deux loges, une loge hémisphérique droite et une loge hémisphérique gauche. Nous retrouvons ici sur cette vue l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Et rappelez-vous que les hémisphères font suite sur le plan embryologique au télencéphale. Alors avant d'aller plus loin, nous allons sur cette slide subdiviser encore une fois le cerveau. Donc, le cerveau, c'est la partie de l'encéphale contenue dans la fosse, dans la loge cérébrale. La loge cérébrale comporte les deux hémisphères cérébraux, hémisphère droit, hémisphère gauche. Les hémisphères dérivent des télencéphales. Alors, sur cette coupe coronale, coupe de Charcot, on retrouve au centre le diencéphale. Et rappelez-vous qu'on avait dit que l'enroulement et la bascule du télencéphale vers l'arrière finit par enfouir dans son sein le diencéphale. Le diencéphale, il est donc situé ici, autour de cette cavité que nous avons au centre et qui n'est autre que le troisième ventricule. Le troisième ventricule est ici, c'est le centre du diencéphale. Alors, sur cette vue, sur votre droite,
vous allez retrouver la boîte crânienne. Ici, nous avons l'étage ou la loge cérébelleuse ou la fosse cérébelleuse ou fosse cérébrale postérieure. Et au-dessus de la tente qui est ici, nous avons la loge cérébrale. Voici la loge cérébrale qui contient le cerveau. Alors, nous allons revoir ici ce prolongement qui provient de la dure-mère et qui est la faux du cerveau. La faux du cerveau, c'est une cloison sagittale qui divise, comme nous l'avons déjà dit, la loge cérébrale en loge hémisphérique droite et gauche. Sur cette coupe, vous voyez ici, couleur rosée, la faux du cerveau dans sa totalité. Vous voyez bien qu'elle a la forme d'une faux. Alors ici, sur cette vue, vous avez une vue médiale du cerveau après section du diencéphale. Il a fallu couper de manière sagittale pour pouvoir séparer l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche. L'observation externe d'un cerveau nous permet d'étudier sa configuration et sa morphologie externe. Nous constatons que le cerveau est constitué de deux hémisphères, un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Le cerveau a grossièrement une forme ovoïde à grosse extrémité postérieure. La fissure longitudinale sépare l'hémisphère droit de l'hémisphère gauche. On sait que le cerveau repose sur la base du crâne à sa partie antérieure et moyenne. En arrière, il s'adosse ou il repose sur la tente du cervelet. Nous retrouvons ici un passage qui donne accès de la fosse cérébrale postérieure à la loge cérébrale antérieure. Le cerveau mesure à peu près 16 cm dans le sens sagittal. Bien sûr, il s'agit de dimensions pour un adulte jeune. Donc 16 cm de longueur sagittale, 14 transversale pour une épaisseur ou une hauteur de 12 cm. Un cerveau moyen pèse à peu près 1300 grammes. On peut retrouver des variations de 500 à 300 grammes. Au-delà, nous parlons de macrocéphalie, en dessous de microcéphalie. La face latérale du cerveau est divisée par 3 sillons en 4 lobes. Nous avons le sillon central, qui est ici, le sillon latéral et le sillon pariéto-occipital ou perpendiculaire externe. Donc, ces 3 sillons délimitent le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Sur cette vue latérale du cerveau, nous allons retrouver 3 sillons, le sillon central, le sillon latéral et le sillon pariéto-occipital ou sillon perpendiculaire externe qui permettent
de décrire 4 lobes. En avant du sillon central, le lobe frontal. En arrière du sillon central, le lobe pariétal. En arrière du sillon pariéto-occipital, le lobe occipital. Sous le sillon latéral, le lobe temporal. On remarque que d'autres sillons moins profonds viennent diviser les lobes en gyries. Nous avons ici un sillon vertical et 2 sillons longitudinaux. Le sillon frontal supérieur, le sillon frontal inférieur. Nous avons ici le gyrus frontal supérieur, le gyrus frontal moyen, le gyrus frontal inférieur. Le gyrus frontal inférieur est subdivisé en 3 parties. Une partie orbitaire vers l'avant, une partie triangulaire au milieu, une partie operculaire en arrière. Toujours dans le lobe frontal, nous retrouvons en avant du sillon central ce gyrus précentral, c'est-à-dire en avant du sillon central, qui est ici vertical et qu'on appelait autrefois la frontale ascendante. Sur le lobe pariétal, un sillon vertical, un sillon longitudinal délimitent 3 gyries. Nous avons ici le gyrus post-central. Ici, nous avons le gyrus pariétal supérieur et le gyrus pariétal inférieur. Entre les deux, le sillon porte le nom de sillon intrapariétal. Au niveau du lobe occipital, 2 sillons vont délimiter 3 gyries: occipital supérieur, moyen et inférieur. Concernant le lobe temporal, il présente à décrire un gyrus temporal supérieur, un gyrus temporal moyen et un gyrus temporal inférieur. Sur la face latérale des hémisphères cérébraux, lorsque l'on écarte les berges du sillon latéral, on atteint un lobe profondément enfoui appelé lobe de l'insula. Ce lobe de l'insula a une forme triangulaire à sommet antéro-inférieur. Voici la base, voici le sommet. On remarque que ce lobe présente de nombreux gyries. Il comporte 5 gyries, 3 gyries antérieures et 2 gyries postérieures, constituant respectivement le lobe de l'insula antérieure, lobe de l'insula postérieure. Si nous nous intéressons ici à la coupe coronale du cerveau, nous retrouvons ici le sillon latéral. Le lobe de l'insula correspond au fond
de ce sillon latéral. Donc, il se situe ici, sur la coupe coronale. Il faut savoir que ce lobe de l'insula a essentiellement pour rôle des fonctions végétatives. Passons maintenant à la description de la face médiale du cerveau. Donc la face médiale du cerveau est visible après séparation des deux hémisphères. Pour observer cette face, nous devons sectionner les commissures interhémisphériques qui sont situées dans le fond de la fissure longitudinale. Rappelons que cette fissure longitudinale sera occupée par la faue du cerveau. La face médiale est plane. Au centre se trouvent les commissures et le troisième ventricule. Au centre se trouvent les commissures interhémisphériques, corps calleux, trigone, commissure antérieure et le troisième ventricule. En périphérie, nous retrouvons la face médiale de l'hémisphère. Il s'agit ici, sur ce schéma, d'un hémisphère droit. La partie rostrale est vers la gauche, la partie caudale vers la droite. Sur cette face, nous retrouvons de nombreux sillons. Nous avons le sillon singulaire qui est ici, le sillon singulaire. Il passe au-dessus du corps calleux, donc le sillon singulaire passe au-dessus du corps calleux colorié en gris, et ce sillon singulaire va rejoindre en arrière le bord supérieur de l'hémisphère cérébral. Nous avons ici la partie médiale du sillon central. Ici, nous avons la partie médiale du sillon pariéto-occipital et nous avons sous le sillon pariéto-occipital un autre sillon qui est le sillon calcarin. Donc, si on reprend, on retrouve 4 sillons, un sillon singulaire, le sillon central, le sillon pariéto-occipital et le sillon calcarin. Ces sillons vont délimiter sur la face médiale du cerveau la face médiale de F1, la face médiale de P1, qu'on appelle également lobe quadrilatère. Sous le sillon singulaire, on retrouve le gyrus singulaire. Le gyrus singulaire est compris entre le corps calleux et le sillon singulaire. Nous retrouvons le cuneus placé entre le sillon pariéto-occipital et le sillon calcarin. Et enfin, les faces médiales de T4 et T5. La face médiale de T5
présente un sillon que l'on appelle sillon de l'hippocampe. Ce sillon de l'hippocampe va diviser le gyrus T5 en deux parties. Une partie supérieure qui va former le gyrus de l'hippocampe et en dessous le gyrus para-hippocampique ou para-hippocampal. Le gyrus para-hippocampal se prolonge par un crochet qui est ici et que l'on appelle incus. Le lobe limbique. Le lobe limbique incriminé dans les circuits de la mémorisation et de l'émotion. Ce lobe limbique occupe toute cette région. Il comprend en avant du corps calleux, du bec du corps calleux, une aire que l'on appelle l'aire entorhinale. Le gyrus singulaire. Le gyrus dentatus, qui est une partie dentelée située au-dessus du gyrus de l'hippocampe, et enfin le gyrus de l'hippocampe placé ici à la partie supérieure du sillon de l'hippocampe. La face inférieure du cerveau est une face très irrégulière. Lorsque l'on observe cette face sur un profil, nous remarquons qu'elle présente deux segments. Un segment postérieur qui représente les 2/3 postérieurs de cette face inférieure et un segment antérieur représentant le 1/3 antérieur de cette face. Le tiers antérieur est essentiellement représenté par le lobe frontal, les 2/3 postérieurs par le lobe temporal et le lobe occipital. Passons à la description de ces deux segments. Alors, le segment antérieur. Intéressons-nous à un seul hémisphère. Donc, sur l'hémisphère droit, à la face inférieure, dans la partie antérieure, nous retrouvons deux sillons. Un sillon médial et un sillon latéral en forme de H. Sur un grossissement, voilà ce que l'on peut décrire. Alors, on reprend sillon médial, sillon latéral en forme de H ou en forme de croix, d'où le nom de sillon cruciforme en forme de croix. Dans le sillon médial, nous retrouvons le bulbe, le tractus et plus en arrière, les stries olfactifs. Bulbe olfactif, tractus olfactif, stries olfactives médiales, intermédiaires et latérales. En dedans
de ce sillon, nous retrouvons ici le gyrus rectus. Sur la partie latérale, à hauteur du sillon en H, on décrit le gyrus orbitaire antérieur, le gyrus orbitaire postérieur, le gyrus orbitaire latéral et le gyrus orbitaire médial. Et vous allez remarquer que ces différents gyrus correspondent à la face inférieure de F3, F2 et F1, c'est-à-dire gyrus frontal supérieur, gyrus frontal intermédiaire, gyrus frontal inférieur. En arrière, nous allons retrouver ici le chiasma optique. Le chiasma optique est l'entrecroisement des deux nerfs optiques. Ce croisement se fait en avant de la tige pituitaire. La tige pituitaire rattache la glande hypophysaire au plancher du troisième ventricule. De part et d'autre du chiasma optique, nous avons ici l'espace perforé antérieur. Alors, cet espace est perforé par de nombreuses artères qui vont emprunter ces orifices pour accéder à la profondeur des hémisphères. Cet espace perforé antérieur est délimité en avant par les stries olfactives, médialement par le chiasma optique, latéralement sillon latéral. Les deux tiers postérieurs de la face inférieure, reposant sur l'étage moyen de la base du crâne et sur la tente du cervelet, est occupé par le lobe temporal et le lobe occipital. Ces deux lobes sont en continuité l'un de l'autre, sans véritable sillon pour les séparer. Nous retrouvons deux sillons occipitaux temporaux, l'un latéral, l'autre médial. Ces sillons séparent en avant T3 de T4, en arrière O3 de O4. Le sillon occipital temporal médial ou sillon collatéral sépare O4 de O5 et T4 de T5.